La France est foutue. Le système français en lui-même est cassé. C'est parfois des opinions qu'on entend ou bien des points de vue. Cependant, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à mon point de vue ou mon opinion. Non, on va aller regarder des chiffres précis ensemble pour te montrer par A plus B pourquoi le système français est réellement cassé. À chaque fois qu'on va aller étudier des données macroéconomiques de la France pour pouvoir prouver un certain point, je vais toujours essayer de te rendre cette donnée, cette data, cette information la plus simple possible et essayer de la comparer justement avec d'autres pays pour avoir un baromètre et voir réellement où se place la France. Alors commençons directement avec le désastre économique, la dette française. La dette française a atteint 3,3 000 milliards de dollars. Mais c'est vrai que, sorti un petit peu de son contexte, dire que la France a une dette de 3,3 000 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est tellement des chiffres qui sont grands qu'on n'a finalement aucune échelle avec laquelle le comparer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement comparé la dette des pays les plus importants de l'Europe par rapport à la dette de celle de la France. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir juste ici, c'est que toutes les dettes mondiales depuis les années 1996 en Europe sont en hausse. Jusque-là, très bien. En rouge, je t'ai marqué les récessions principales. Donc là, on a la crise le dot-com bubble, donc la crise des années 2000. Ici, on a la crise des subprimes. Juste ici, ce que tu vois, c'est la crise Covid. On peut voir que la dette est repartie de plus belle après la crise Covid, ça oui. Mais ce qu'on est en train de voir ici, c'est en jaune, juste ici, la dette française qui donc se trouve à 3,3 trillions de dollars. Ce qu'on voit en deuxième rang, c'est la dette italienne. L'Italie qui, historiquement, a toujours eu une assez mauvaise réputation économique dans l'Europe pour être un pays qui a du mal économiquement et qui tire l'Europe à la baisse. Et on voit notamment qu'avant la période Covid, la dette italienne était au-dessus de la dette française. Mais depuis Covid, c'est vraiment un point d'inflexion où la dette française a explosé par rapport à la dette italienne. Maintenant, en bleu, juste ici, ce qu'on voit, c'est la dette anglaise, d'accord? Donc l'Angleterre qui ne fait plus partie de la zone euro, mais qui fait partie quand même de la zone géographique européenne, qui a une dette qui se trouve à 2,77 trillions, qui là encore est bien moindre que la France. Pareil pour l'Allemagne qui se trouve avec une dette à 2,49 trillions. Et puis finalement, on a l'Espagne avec une dette qui est à 1,64 trillions. Donc comme je te dis, voir que la France a une dette massive de 3,3 000 milliards d'euros, c'est une chose, mais quand on le compare avec les autres pays importants de la zone euro, on se rend compte que la France a vraiment un problème de dette. Mais bref, à la limite, cette dette monumentale pourrait être repayée avec un surplus économique gouvernemental de la France. Mais malheureusement, la France est en déficit. Et ça, tous les ans. D'accord? Si on regarde juste ici, c'est le déficit ou surplus qui représente du coup l'écart entre les revenus que fait le gouvernement français et les dépenses qu'a le gouvernement français, comme n'importe quelle société par exemple. Mais donc un surplus signifie que le pays arrive à faire rentrer plus d'argent qu'il ne dépense. Cependant, un déficit, c'est l'inverse, ça veut dire que le pays, lui, dépense plus d'argent qu'il ne fait rentrer. Tu peux imaginer qu'à la longue, c'est pas le meilleur move, et si c'était une société qui était cotée en bourse, ça se traderait pas très fort. Et si on regarde la France, eh ben, tu peux voir que littéralement depuis 2019, tous les trimestres, la France est en déficit budgétaire, d'accord? On est à moins 6,3, donc ça se représente en pourcentage du PIB, du produit intérieur brut. Donc toute la valeur que crée la France, son produit intérieur brut, on a moins 6,3% qui part en déficit. Donc encore une fois, si c'était une société, c'est une société qui n'est pas rentable et qui perd de l'argent à tous les trimestres. Et encore pire quand on sait qu'elle a une dette de 3 300 milliards d'euros. Maintenant, encore une fois, allons comparer, d'accord? Certes, la France est en déficit, mais peut-être que tous les autres pays sont en déficit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir juste ici dans la zone euro? On peut voir justement tous les pays. Donc, on voit que la Chypre a le meilleur surplus économique, avec 10% de son PIB. Maintenant, si on va regarder en bas du classement, qu'est-ce qu'on peut voir dans les pires 4 pays en termes de déficit? Eh bien, on a la France en 4e pire pays. Les seuls pays qui font pire en termes de déficit, c'est la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Quand on voit l'histoire de la France, tout ce que la France
à offrir tous les produits français, tout ce que la France est capable de faire. Même les Français, honnêtement, là c'est entre nous, mais internationalement, quand on voyage beaucoup, on se rend compte, mais les Français sont intelligents, honnêtement. Les Français sont très intelligents. Quand on prend en compte tout ça et qu'on voit que la France est les quatrièmes pires, et les seuls pires, c'est la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie en termes de déficit, mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Et comme je te dis, même l'Italie qui, historiquement, est considérée être mauvaise pour l'Europe et économiquement mauvaise, a aussi un déficit, mais à seulement moins 2,3% de son PIB. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Premièrement, ça nous montre une mauvaise discipline budgétaire de la part de la France. Ça nous montre aussi qu'ils vont être obligés de continuer à empirer leurs dettes, parce que s'ils sont en déficit, il faut bien payer, d'accord? Cet argent, il ne sort pas de nulle part, on est obligé d'aller emprunter de l'argent, ce qui va donc empirer, encore une fois, la santé économique de la France. Et le pire dans l'histoire, le pire, c'est que cette dette qui donc, comme on a vu, est monumentale, même en comparaison avec d'autres pays de la zone euro, le déficit qui fait que empirer cette dette, qui en plus de ça réduit la santé économique de la France, et bien devine quoi, pour rembourser cette dette, il faut payer des intérêts. Et ces intérêts sont en hausse, notamment sont en hausse parce que le credit rating, donc la qualité de prêt à la France, réduit, d'accord? Plus c'est risqué de prêter à un pays, à une société, plus les intérêts vont être hauts, d'accord? Donc ces intérêts ont aussi augmenté. Et si on regarde actuellement, on peut voir que la charge des intérêts de la dette de l'État représente en 2024 plus de 50 milliards d'euros. Donc à partir d'aujourd'hui, pour 2025, ça va être plus ou moins la même chose, voire même plus haut. Ça veut dire que tous les ans, en plus d'avoir ce problème de déficit, en plus d'avoir cette dette monumentale à repayer, la France paye simplement en intérêt 50 milliards d'euros par an. C'est de l'argent brûlé, c'est de l'intérêt pur. Et si on voit la suite, ce montant étant appelé à croître fortement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, ce que je te disais, la France devrait alors connaître la hausse la plus importante en points de PIB parmi les États européens. Et cette information, je la prends de viepublique.fr, site de la République française. Mais bref, si on regarde cette histoire de déficit budgétaire de la France, on se dit bah oui, mais c'est parce qu'en France il y a beaucoup d'aides et peut-être ils font pas beaucoup rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de taxes. Est-ce que tu peux me croire si je te dis que malgré toutes ces informations négatives qu'on a, la France est le pays avec l'imposition la plus élevée de tous les pays de l'OCDE, Organisation de coopération et développement économique. C'est une organisation où il y a 38 membres et majoritairement des membres de pays développés ou alors émergents qui sont assez gros. De tous ces pays-là, les 38, la France a le plus haut taux d'imposition. Maintenant, si on va aussi voir les statistiques des recettes publiques, donc c'est-à-dire les recettes fiscales en pourcentage du PIB, là encore une fois, qui est top numéro 1? On a la France. Donc si on va voir les recettes fiscales rapportées au PIB, donc encore une fois la création de valeur de la France, on voit qu'elle est donc top 1 avec 45,8% de son ratio entre les impôts et le PIB. Donc tu vois que littéralement, la valeur que crée la France, il n'y en a aucune. Cette valeur, elle sort juste de voler, je n'ai pas d'autre mot honnêtement, voler ses citoyens. On a en premier donc la France à 45,8%, en deuxième on a la Norvège et puis on a 7 autres pays qui affichent des ratios impôts-PIB supérieurs à 40%, l'Autriche, la Finlande, l'Italie, la Suède, la Belgique, le Danemark et la Grèce. Et encore une fois, ici, on compare les données avec des pays importants, d'accord? On voit que d'ailleurs, les recettes fiscales, donc ratio impôt à PIB les plus bas, viennent du Mexique, de la Colombie, de l'Irlande, de la Turquie. Donc la France, même en étant championne du monde des impôts et de la taxe à sucer tout l'argent de ses citoyens, arrive quand même à être en déficit tous les trimestres, tous les ans, à augmenter sa dette et à se retrouver à payer 50 milliards d'euros d'intérêts par an. On regarde les données sociales, peut-être que c'est mieux. Si on regarde maintenant le taux de criminalité, donc l'indice du crime, à travers tous les pays européens, qu'est-ce qu'on va voir? Que la France est top 1. La France est numéro 1. Que ça soit l'indice du crime ou bien l'indice de sécurité. La France est numéro 1. Et ça devant la Biélorussie qui est numéro 2, la Belgique, l'Angleterre, la Suède, l'Irlande, l'Ukraine, l'Italie. Et quand je te dis la France est devant, elle est bien devant. La Biélorussie qui est numéro 2 en indice de crime est à 49,8, le troisième 49,4, le quatrième 48,3, la France est à 55,4. D'accord? Si on le regarde en termes
graphique, d'accord? Dans quel pays est-ce que tu veux aller vivre, honnêtement? Et là, encore une fois, il y aura certains défendeurs de la situation en France qui vont dire oui, mais dans les autres pays, c'est pas mieux, etc. J'habite personnellement ici au Panama, dans un pays d'Amérique latine, qui est voisin de la Colombie et du Costa Rica au passage. Quand je dis à des Français que j'habite au Panama, une des choses qui leur vient en tête, c'est oula, c'est pas dangereux là-bas, à côté de la Colombie? Mais s'ils savaient seulement que l'indice de criminalité, l'indice de sécurité au Panama est meilleur qu'en France. Et donc là, on parle juste de chiffres. Mais en tant que personne ayant pu avoir de l'expérience en France et au Panama, même en Colombie, à Medellín, la capitale de Pablo Escobar, tout ce que tu veux, mais je me sens bien plus en sécurité ici qu'en France. Et notamment, une des grosses différences, c'est que ici, évidemment, si tu vas te balader dans les bidonvilles, que tu vas chercher des endroits où tu vas pouvoir être vulnérable, oui, il peut t'arriver quelque chose. Le problème avec la France, j'ai envie de dire l'Europe de manière générale, mais la France, c'est le pire de tous, c'est qu'en France, t'as pas besoin d'aller forcément dans les quartiers pour avoir des problèmes. Tu peux être dans les plus beaux endroits, les plus beaux hôtels, les plus belles rues, on va venir aller te chercher juste ici, pour ta montre, pour tes bijoux, pour ce que tu veux, d'accord? Et j'ai notamment une anecdote de l'année dernière, donc l'été, le mois d'août. Généralement, j'aime bien passer l'été dans le sud de la France, entre Saint-Tropez, Cannes, Monaco. Et j'ai voyagé là-bas avec un ami ici de Panama qui n'avait pas l'habitude de faire ses vacances pendant l'été, pendant les belles saisons, dans le sud de la France. Bref, je l'ai emmené avec moi. Premier soir, sur la Croisette à Cannes, bagarre générale. Bagarre générale, on était au restaurant, évidemment, on ne faisait pas partie du truc, mais bagarre générale. Il était choqué parce qu'en plus de 5 ans à Panama, il n'avait jamais vu une situation pareille. Alors qu'on est dans un pays où beaucoup diraient waouh, l'Amérique latine, ça craint, les cartels, les machins. C'est pas comme la France. Crois-moi, en France, la sécurité est extrêmement mauvaise et il y a énormément de crimes. Et comme je te dis, en France, je fais extrêmement attention. Beaucoup plus que je ne le fais ici, voire même en Colombie, voire même au Costa Rica. À la limite, le seul pays qui serait pire que la France dans ma zone géographique, ce serait le Venezuela. Mais bon, félicitations de gagner contre le Venezuela. Bref. Si on met maintenant tout ce qui est crime et sécurité de côté, on a vu tout ce qui était économique, et on regarde maintenant l'emploi. Le taux de chômage en France est actuellement à 7,4%. Maintenant, si on compare ça avec les pays du G20, d'accord, donc en gros les 20 plus grosses puissances économiques mondiales, on ne va pas comparer la France avec vraiment des pays qui sont émergents, qui ont beaucoup de mal économique, non. Comparons la France avec ce qui est comparable, un pays de son envergure, d'accord, le top 20, le G20, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir? La France, donc là on a tous les taux de chômage. Les taux de chômage les plus bas se trouvent à Singapour, en Russie, au Japon, au Mexique, en Suisse, en Hollande, en Arabie Saoudite, Corée du Sud. Maintenant, allons voir les pires pays. Déjà, la France, tu vois, elle est numéro 5 des pires pays en termes de taux de chômage, d'accord? À 7,4% de taux de chômage. Pour te donner une comparaison, les États-Unis, eux, sont à 4,1% et encore, cette inflation a augmenté, d'accord? Maintenant, quels sont les pays qui font pire que la France? Ah, est-ce que c'est des pays qui sont similaires? Putain, les pays qui sont pires que la France en taux de chômage, c'est quand même l'Inde, la Turquie, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Donc voilà les 4 pays qui sont pires que la France. Waouh, félicitations. Là encore une fois, tu vois l'effondrement social de la France. Maintenant, si on va voir du côté de la santé, ok? Encore une fois, quelque chose que parfois je vois dans des commentaires, des choses comme ça, c'est des personnes qui vont dire « Ah, toutes ces personnes qui sont expatriées dans des pays différents, que ce soit pour des raisons fiscales ou peu importe la raison, vous êtes bien content de rentrer en France quand il faut se soigner. » Encore une fois, beaucoup de Français ont eu le cerveau complètement lavé et retourné par cette histoire de sécurité sociale, comme quoi ils ont un avantage par rapport aux autres qui est incroyable et un service qui est génial. Et là, en France, la santé, c'est génial. Crois-moi, les personnes qui pensent ça, ce sont des personnes qui sont nées en France, qui ont vécu en France et qui n'ont jamais bougé de la France, qui ne sont jamais allées vivre ailleurs. Si tu vas commencer à explorer le monde entier et voyager, tu te rendras vite compte que le système de santé français laisse réellement et sérieusement à désirer. Si on va voir maintenant cette statistique qui est donc la durée d'attente en termes de jours pour avoir un rendez-vous. Là, c'est juste la tendance, l'évolution, d'accord? Donc, on a la comparaison entre 2019 et 2024. Donc, actuellement, combien de temps avez-vous dû attendre pour obtenir un rendez-vous la dernière fois que vous avez voulu consulter? Donc, c'est des données qui sortent de mars 2024, qui sortent de la France avec 1500 personnes interrogées, donc un bon échantillon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir que par rapport à 2019, donc les 5 dernières années, tout est en hausse, d'accord? Si tu veux aujourd'hui aller voir un dermatologue, tu as peut-être un problème, que ce soit cosmétique ou bien plutôt peut-être une préoccupation par rapport à une excroissance, bref, on s'en fout, tu as quand même 98 jours d'attente pour voir un dermatologue
en moyenne, d'accord? Un cardiologue, c'est 74 jours. Un gynécologue, c'est 60 jours. On parle de 2 mois d'attente. Et encore une fois, à titre de comparaison, ici au Panama, si je veux aller me faire quoi que ce soit comme test, comme chirurgie, mais le jour même ou le lendemain, allez, à la limite 3 jours, et encore 3 jours ça me paraît long, j'ai le rendez-vous, j'ai tout ce qu'il faut, d'accord? Et je me rappelle, il y a peut-être 2 ans, j'étais passé en France pour les vacances et je voulais aller voir un dermatologue justement pour une raison X ou Y, je ne me rappelle même plus trop de la raison. J'ai appelé et on m'a dit, oui, vous avez un rendez-vous dans 3 mois. Je ne savais même pas si la personne rigolait au téléphone ou si c'était sérieux. Mais non, non, c'est sérieux. En France, c'est bien comme ça que ça marche. Et honnêtement, j'étais choqué et énervé, honnêtement, parce que la France, quoi. Mais ça, comme je te dis, une personne ne s'en rendra compte que si elle voyage et qu'elle habite dans d'autres pays. Sinon, les Français ont de manière générale le cerveau complètement lavé avec cette histoire de système de santé à la française, sécurité sociale, comme quoi c'est le meilleur truc au monde et ils en sont super contents. Écoute, comme je te dis avec cette vidéo, je ne vais pas faire un jugement ou te donner mon avis, je veux juste te donner des statistiques et aussi mon expérience personnelle à avoir vécu dans plein de pays différents et des développés et ainsi que des un peu moins développés. Donc tout ce que je viens de te montrer ici, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vis personnellement pas en France. Et maintenant, pour remettre du contexte, Flash News, je ne suis pas français. Je suis anglais, je suis né en Angleterre, mon père ne parle pas français, j'ai fait mes études en Angleterre. Mon premier poste dans la finance institutionnelle, ça a été à Londres, donc ma vision de la France, j'essaye vraiment d'être impartial et j'essaye vraiment d'être objectif. Et là, à la limite, je me mouille même pas parce que comme je te dis, je suis même pas français. Tout ce que je suis un trader qui adore l'économie et qui te montre des statistiques, d'accord? Maintenant, autre chose que les personnes n'ont pas tendance à voir ou à même comprendre, c'est cette histoire de taux de change. D'accord? C'est quand même intéressant d'aller regarder le taux de change euro contre dollar. Au bout du compte, c'est la monnaie que tout le monde utilise en France, l'euro. Et aux États-Unis ou des pays même comme ici, Panama, on utilise le dollar. Mais donc, quel est le taux de change euro-dollar? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement? L'évolution du taux de change d'une monnaie par rapport à une autre va définir plus ou moins le pouvoir d'achat des détenteurs d'une monnaie ou de l'autre quand ils voyagent, donc quand ils vont dans l'autre endroit. Donc ce que tu vois juste ici, c'est l'évolution de euro contre dollar. D'accord? Là, on commence à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Premièrement, on remarque une tendance baissière. D'accord? On a tendance à baisser petit à petit. Oui, il y a des petites corrections haussières, mais la tendance est à la baisse. En 2008-2009, le taux de change euro contre dollar était à 1,60. 1,60, ça veut dire que 1 euro est égal à 1,60 $. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, tu pouvais avoir 100 000 euros. 100 000 euros, tu vas voyager aux États-Unis, tu arrives avec 100 000 euros. 100 000 euros en liquide ou bref, peu importe. Tu donnes ces 100 000 euros, tu les exchanges, on te donnait 160 000 $ à les spend aux États-Unis. Aujourd'hui, ce taux de change entre euros et dollars est à 1,04. Et de par mes analyses, je m'attends à ce qu'on arrive à une parité, c'est-à-dire 1 pour 1 en cette année 2025. Cette parité, et je veux dire on y est presque, il y a 4% de différence, voudrait dire qu'en 2019, tu arrivais avec 100 000 euros, on te donnait 160 000 $. Maintenant, tu arrives avec 100 000 euros, on te donne 60 000 $ en moins. Ça, c'est le pouvoir d'achat que tu as perdu en vivant en Europe. Maintenant, si on fait le calcul à l'inverse et on prend le cas d'un Américain qui venait en Europe pour l'été, pour s'amuser, qui venait avec un total de 100 000 $ en 2009, eh bien donc il venait avec 100 000 $ divisé par 1,6. Il arrivait en Europe, on lui donnait 62 500 euros. Donc il arrivait avec 100 000 $. Finalement, en spend, il peut seulement dépenser 62 500 euros. Maintenant, aujourd'hui, il a plus 62 500 euros à dépenser. Non, il a 100 000 euros parce que c'est la parité. Euro, dollar, quasiment égal, one to one. Et justement, en finance, un des dictons, une des choses qu'on dit, c'est earn in dollars, spend in euros. Donc, gagne ton argent en dollars et dépense ton argent en euros. C'est normal, en euros, ça coûte pas cher. L'euro fait que se péter la gueule. Maintenant, les Européens qui viennent en vacances aux États-Unis, qui viennent en vacances au Panama, qui viennent au Mexique, qui viennent dans tous ces pays-là, tout leur paraît très cher. Mais bien sûr que tout leur paraît très cher parce que leur pouvoir d'achat fait que se péter la gueule tous les ans et ça depuis 15 ans. D'accord? Et à l'inverse, un Américain qui vient en Europe,
oh bah, tout paraît pas cher évidemment. Les restaurants c'est pas cher, les sorties c'est pas cher, les maisons, les appartements c'est pas cher. Et encore une fois, les Français se font manger par les investisseurs internationaux qui viennent avec de l'argent qui a encore plus de valeur dans leur pays. Alors qu'un Français, vas-y, bonne chance, va investir à LA, va investir à Miami. Impossible. Bref, pour ma part, ça fait maintenant 5 ans que j'habite ici au Panama. Si tu aimerais que je te fasse une vidéo sur un petit peu mon retour d'expérience après 5 ans de vie ici en Amérique centrale au Panama, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça pourrait être un sujet de vidéo. Sur ce, sinon, j'espère sincèrement que tu as pu apprendre quelque chose avec cette vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude, où j'utilise mes compétences d'analyse économique, macroéconomique pour te montrer pourquoi un certain pays n'irait pas forcément dans le bon sens. Le reste de mes vidéos, si tu me connais, comme tu sais, c'est plutôt sur le trading, la finance, l'investissement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller checker ça. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te fasse un retour sur mes derniers 5 ans ici au Panama. Ciao, ciao!